Ok, chers amis, on va pouvoir continuer avec la troisième partie de cette présentation de cet après-midi. Donc, je vais essayer d'expliquer maintenant les bases de ce fichier HTML que nous venons de voir. Donc, on a vu comment on arrive à mener ou à créer la structure de notre page HTML dans Visual Studio Code. Donc, je vais maintenant vous expliquer les bases de HTML. Donc, est-ce que je vais voir si mon écran... est-ce que... Ok. Donc, je pense que là, vous devez pouvoir... Ok, vous voyez bien mon écran maintenant. Ok. Donc, je disais que pour ce qui est de HTML, HTML, en fait, veut dire Hypertext Markup Language, qu'on peut traduire par langage de balise pour l'hypertexte, littéralement. Il est utilisé afin de créer et de représenter le contenu d'une page web et sa structure. Deux technologies aussi sont utilisées avec le HTML pour décrire la présentation de votre page web. On a CSS et puis on a JavaScript. Ça, c'est des choses qu'on va voir plus tard. On va voir cela plus tard. Mais généralement, quand on parle d'un site web, il est constitué de ces trois fichiers, ou de ces trois fichiers, un fichier HTML, un fichier CSS et un fichier JavaScript pour la fonctionnalité et l'interactivité de votre site web. HTML est le code utilisé pour structurer une page web et son contenu. Par exemple, le contenu de votre page pourra être structuré par un ensemble de paragraphes. On pourra avoir des paragraphes, on pourra avoir une liste à puces avec ou des images, et vous aurez par exemple des tableaux. On va voir comment on crée un tableau dans HTML, on va voir comment on crée une liste, on va voir comment on insère une image, ainsi de suite. Donc, nous verrons donc, comme on l'a dit, on va voir tout ça. Et c'est important de voir que HTML, en fait, n'est pas de manière absolue. HTML n'est pas un langage de programmation en tant que tel, mais c'est un langage de balise qui définit la structure de votre contenu. HTML se compose d'une série d'éléments utilisés pour entourer ou envelopper les diverses parties du contenu pour faire apparaître ou agir d'une certaine façon. Les balises qui entourent votre élément peuvent être rendues par un mot ou une image, lien hypertexte vers quelque chose d'autre. Un texte en italique, une police plus grande, ainsi de suite, ou plus petite. Vous avez par exemple cette ligne qu'on venait d'écrire, ou bien on peut dire mon chat est très grincheux, ou bien ma première page web. On peut l'écrire, si vous souhaitez, vous pouvez mettre ça sous forme de paragraphe. Donc, pour mettre mon chat est grincheux, ou bien ma première page web sous forme de paragraphe, on utilise donc ces deux éléments, ce P au début avec deux balises, la balise ouverte, la balise fermée, et ce P à la fin avec une balise ouverte fermée avec un slash. Donc, voilà comment l'élément se présente. Vous avez ici une balise ouvrante, une balise fermante, et ici au milieu, vous avez le contenu, et tout ceci, balise ouvrante, balise fermée, plus le contenu, constitue ce qu'on appelle un élément. Donc, la balise ouvrante est composée donc de deux chevrons, comme vous pouvez le constater, c'est deux chevrons. Et à l'intérieur du chevron, donc, vous avez une lettre qui indique, une lettre ou une série de lettres qui indiquent, par exemple, quand c'est P, ça veut dire paragraphe, vous aurez IMG qui veut dire image, ainsi de suite. Donc, on a
Vous avez H1 qui veut dire, par exemple, header numéro 1, on va le voir plus tard. Vous avez la balise fermante. Ici, on a également des chevrons et le nom de l'élément auquel on ajoute une barre oblique avec le nom de l'élément. Donc, vous avez P avec la barre oblique, qu'on appelle en anglais, je dis toujours slash, parce que je suis habitué, mais c'est la barre oblique. Cela indique la fin de l'élément. Vous avez le contenu, comme on l'a vu. Vous avez maintenant, l'élément est composé donc de la balise ouvrante, de la balise fermante et puis du contenu. OK? En plus donc de la balise ouverte, de la balise fermée et du contenu, vous pouvez également avoir ce qu'on appelle les attributs. Et les attributs sont généralement placés dans la balise ouvrante. Par exemple, on veut pouvoir créer une classe. On va voir ce que c'est que des classes plus tard. Une classe qui va nous permettre d'agir sur mon chat est grincheux, sur cet élément, mon chat est grincheux. Donc, on met ça dans la balise ouvrante. Les attributs contiennent des informations supplémentaires qui portent sur l'élément qu'on ne peut pas afficher sur le contenu. Donc, par exemple, l'attribut classe permet d'utiliser le nom pour identifier l'élément de ce nom. Bon, en fait, plus tard, je vais vous expliquer. Par exemple, cette classe, si je veux donner une couleur à l'élément mon chien est grincheux, je peux utiliser donc cette classe-là pour pouvoir indiquer la couleur que je veux indiquer à mon texte. Mon chien est grincheux. Si je veux l'encadrer, par exemple, avec un cadre qui a un fond, je peux utiliser cet attribut classe pour pouvoir le faire. Donc, un attribut doit toujours avoir un espace entre l'attribut et le nom de l'élément ou l'attribut précédent. Un nom, le nom de l'attribut, suivi d'un signe qui peut être inférieur ou égal ou supérieur. Donc, vous avez des guillemets anglais pour encadrer la valeur de l'attribut. Ça, c'est la littérature. On va voir ça concrètement plus tard. Donc, vous avez également, en plus des attributs, vous avez ce qu'on appelle des éléments imbriqués, donc des éléments qui sont dans un autre élément. Par exemple, ici, j'ai mon paragraphe qui est mon chat est grincheux. Dedans, j'ai mis maintenant des éléments imbriqués ici, strong. Quand je mets strong ouvert, balise ouvert, strong, et trait, je mets trait au milieu, l'élément trait au milieu, je demande que cet élément trait soit mis, soit gras. Donc, on utilise par exemple strong pour mettre l'élément sur gras, pour rendre l'élément gras. Je peux utiliser également d'autres pour rendre l'élément italique, en italique, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous avez d'autres éléments qui n'ont pas de contenu. Ces éléments sont appelés les éléments vides. Par exemple, image présent dans le fichier que nous on aura dans notre fichier HTML. Vous aurez IMG, vous avez SRC qui indique en fait la source, là où votre image se trouve, et vous avez le nom de votre image, le nom de votre image qui est ici, image firefox-icon.png, et puis vous aurez maintenant alt égale mon image test. Alt ici, c'est que quand par exemple votre page, si ça ne se présente pas bien, si pour quelque raison ou pour une autre, votre image n'arrive pas à s'afficher dans votre site web, ce qui va s'afficher, ce sera ce que vous avez mis ici à alt, mon image test. C'est ça qui va s'afficher. OK? Donc, voici la page que nous avons eue tout à l'heure. Donc, je vais essayer de vous expliquer ça beaucoup plus en détail. Donc, vous avez au début cet élément doc type HTML. Le doc type au début de HTML, doc type a été créé dans les années 90 et on utilisait cela pour faire référence à des ensembles de règles qu'on pouvait utiliser pour dire qu'un document était HTML. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais on a maintenu cela pour indiquer qu'il s'agit d'un fichier HTML. Maintenant, vous avez également la balise ouverte fermée HTML. Donc, vous avez ici, au début, vous avez HTML ici ouvert et vous avez à la fin HTML avec la balise, avec la barre fermante. Vous avez donc au début. Donc, dans un fichier HTML, vous avez toujours HTML au début et HTML à la fin. Et les autres sont à l'intérieur. Donc,
Ce HTML encadre tout le contenu de la page. Cet élément est parfois appelé la racine de votre page. Ensuite, vous avez head. Donc, je crois que vous l'avez remarqué, ces éléments sont écrits en anglais. Que vous travaillez en français, en espagnol, en grec, tous ces éléments doivent être écrits en anglais. Parce que c'est un anglais qui a découvert ça et qui a développé ça au début. Et depuis là, on n'a pas changé cela. Je ne sais pas si les Chinois pour eux, mais je sais que jusqu'aujourd'hui, tous les pages utilisent ça et c'est en anglais. Head veut dire la tête. Et c'est l'élément head, cet élément est utilisé comme le conteneur pour toutes les choses qui font partie de la page HTML, mais qui ne sont pas affichées. En fait, je vais revenir là en haut. Ici, dans head, vous avez ici, par exemple, Meta Chaser UTF-8, le titre, ma page test title. Donc, tout ça, c'est dans Head. Vous avez Head qui ferme là, Head qui ouvre là-bas. Donc, ces éléments sont ici. Il y a beaucoup d'autres éléments qu'on peut mettre ici à l'intérieur. Et ce qui est ici, en fait, n'entre pas dans le contenu de votre page, mais ça donne des informations sur votre page HTML. Ensuite, vous avez l'élément, après Head, vous avez l'élément Body. C'est le body, c'est l'élément qui contient tout le contenu que vous souhaitez afficher pour qu'il soit vu par tous ceux qui visitent votre page web. Ça peut être des textes, ça peut être des images, ça peut être des vidéos, ça peut être des jeux, ça peut être des pistes audio que les gens peuvent jouer. Ça peut être tout. En fait, comme on l'a vu au début, vous pouvez tout mettre sur un site web. Et tout ce que vous allez mettre sur votre site web, c'est au niveau de body que ça doit se trouver. Et après, vous avez Meta Chasset UTF que j'ai mis tout à l'heure. C'est un élément qui définit le jeu de caractères qui devrait être utilisé pour votre document et indique que c'est UTF-8 qui regroupe l'ensemble des caractères connus utilisés dans les différents langages humains. Voilà, c'est la littérature que vous pourrez dire vous-même. Donc, titre, title, définit le titre de votre page. Donc, comme on l'a vu tantôt, c'est à ce niveau que vous avez le titre de votre page. OK? Donc, je propose que on s'arrête à ce niveau et je vais voir, je vais demander s'il y a des questions, vous pouvez les poser maintenant. Si je change par exemple ici, vous avez vu le titre ici, pour moi c'est document. Je peux le changer, je l'appelle première page web. Donc ça c'est dans le titre de ma page. Ça va s'afficher ici dans body. Je peux écrire, donc je vais créer un paragraphe. Par exemple, si je veux créer un paragraphe, je vais vous montrer ça. Ici, dans Visual Studio Code, c'est très intéressant. Je mets juste P. Quand je mets P, il comprend déjà que je suis en train de vouloir créer un paragraphe. Quand je fais tabulation, directement, les deux balises ouvertes et balises fermées se créent et je peux écrire donc mon chien est grincheux, par exemple. Mon chien est grincheux. Si je sauvegarde ça, je peux aller maintenant, je peux rentrer dans mon dossier là où j'avais sauvegardé mon fichier index. Je fais un clic droit dessus et je dis ouvrir avec Safari. Je peux ouvrir avec tout le navigateur que je veux. Vous voyez, il est là, mon chien est grincheux. Et si je viens ici, le nom de ma page, c'est ma première page web. Est-ce que tout le monde voit ça? Ma première page web est là et mon chien est grincheux. Je peux repartir donc je vais mettre les deux là à côté. Je vais te donner un instant. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. Donc, j'ai mon paragraphe là et je vais continuer à enrichir mon paragraphe. Je dis, il n'aime pas beaucoup se promener. OK? Donc, quand je dis CTRL S, je viens ici, je dis
Update, il n'aime pas beaucoup se promener. Vous voyez? Donc, je peux développer ma page. Donc, ça, c'est un paragraphe que je suis en train d'écrire. On va voir beaucoup d'autres éléments. Je peux décider maintenant que je veux pouvoir, je vais écrire, euh, il n'aime pas beaucoup se promener. Je veux mettre ça à la ligne. Donc, euh, je mets ici, c'est balise ouverte, BR. Voilà, et je dis contrôle. Et je viens ici. OK. Donc, je suis en train de vouloir. OK. Donc, je fais CTRL S. OK. Et je viens ici, je mets à jour. Vous voyez directement, il n'aime pas beaucoup se promener, va à la ligne. Donc, il y a beaucoup d'éléments comme ça que nous allons voir qui nous permettent de pouvoir euh, faire enrichir notre. Je ne veux pas entrer dans beaucoup de détails maintenant parce que je dois aller pas à pas pour vous permettre vraiment de maîtriser et de bien comprendre tout cela. Je veux prendre des questions s'il y en a avant qu'on ne puisse se séparer ce soir. Est-ce qu'il y a des questions? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir Georges. Et bonsoir aux amis. Allô? Oui, allô, vas-y. Oui, oui. Bon, je m'excuse tout d'abord. J'avais des petits soucis avec la connexion. J'ai rentré vite à la maison faire, pour rejoindre. J'ai fait un peu en retard. Je ne sais pas comment je pourrais récupérer ça. Récupérer de... Bon, je vais essayer de mettre ça en ligne immédiatement quand on va terminer. Je vais essayer de charger ça sur YouTube et vous envoyer le lien immédiatement. Ça permet que Oui. vous puissiez l'avoir immédiatement. Oui. Par rapport au contenu de la formation et le parcours D, c'est basé sur c'est sur le HTML ou il y a également, il est prévu également des leçons sur Python. Ça, c'est le parcours 3. J'ai dit le parcours 3, c'est la programmation informatique. Et on va commencer avec Ok, le développement web pour vous donner déjà, de vous habituer à la ok, programmation. En fait, voilà, ce n'est pas la ok. programmation absolue, mais comme j'ai expliqué au début de ce cours, ça vous donne déjà de comprendre un peu euh, comment, en fait, ça vous donne une certaine aptitude, de comprendre certaines notions qui vont vous faciliter maintenant les choses lorsqu'on va commencer à aborder Python, lorsqu'on va commencer à aborder SQL ou bien Java, ou bien, bref, on va aborder tout ça dans le cadre de ce parcours sur la programmation informatique. Mais pour ce trimestre, nous allons nous focaliser plus sur le développement web. Et le trimestre prochain, mais tout aussi dépend parce que je comptais vous poser la question. Parce que mon ami qui doit faire Python, qui est prêt pour faire Python, lui, il est prêt. Mais si on veut faire Python et HTML, ça veut dire que vous aurez 2 cours par semaine. Donc, il faut qu'on trouve 2 jours. Donc, un jour où on fait développement web, un jour où on fait, par exemple, Python. Et ça dépend de votre disponibilité et de votre engagement. Parce que l'idée, comme vous le voyez, par exemple, avec le parcours 1 et 2, il y a beaucoup de leçons, beaucoup d'exercices qui sont donnés. S'il n'y a pas de feedback, si vous ne travaillez pas, s'il n'y a pas des choses qui sont faites, ça ne vaut pas la peine de continuer quand les apprenants ne sont pas en train de montrer qu'ils sont en train d'apprendre, quoi. Donc, c'est ça un peu la préoccupation. Donc, on va faire quelques semaines, je vais voir un peu le rythme. Si je me rends compte que vous êtes disponible, vous êtes engagé, vous êtes motivé,
je crois que je vais lui donner la possibilité également de prendre un deuxième jour dans la semaine pour nous faire le cours sur Python. OK, Ouais. ça va. Et l'application que vous utilisez pour les scripts, c'est un open source. Oui, c'est On peut Visual récupérer Studio ça Code. facilement. C'est Visual Studio Code. OK. Il est Oui. disponible et le lien, je l'ai envoyé, je vais l'envoyer encore. Vous pourrez le télécharger. Oui. Sûrement, certains amis l'ont OK. déjà fait, ils ont téléchargé. On a eu une séance où ils ont téléchargé ça déjà. OK. Donc, je dirais que la participation à ces cours en ligne suppose que nous puissions avoir également notre machine à côté. Exactement, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit dans le chat. Ça veut dire que tu n'as pas beaucoup lu le chat. Et puis, j'ai également dit ça au début. Cette partie, Non, surtout, en fait, le parcours 3, le parcours 2 et le parcours 3, vous devez toujours avoir vos machines. On ne peut pas suivre ça de manière efficace sur un téléphone. Le parcours 1 encore, OK. ça va, mais et le parcours 1 même, c'est juste la première Ouais. partie sur les approches participatives. Parce que lorsqu'on Ouais. va attaquer le système d'information géographique participatif en utilisant QGIS, Ouais. vous allez avoir besoin de votre ordinateur, quoi. Ça va. Ouais. OK, merci beaucoup. Bon, pour les autres préoccupations, peut-être pour ne pas me poser la parole, je pourrais vous contacter pour ça. OK. Et les Merci. notes sont déjà disponibles? Les Il y a déjà quelques notes pour la programmation et pour la partie qu'on a entamée aujourd'hui. Oui, j'ai indiqué le site dans lequel il y a toutes les notes. Donc, quand vous allez sur OK. la vidéo, vous allez voir toutes Oui. les informations sur là où se trouvent les notes, là où vous allez avoir accès aux différents logiciels à télécharger, ainsi de suite. OK, merci beaucoup. Excusez-moi, j'ai été un peu déconnecté ces derniers temps Pas de souci. en beaucoup de choses. Merci. Pas de souci, c'est du bon ensemble. Je sais, on est tous très busy et on comprend, quoi. Ouais, merci. OK. Est-ce que c'est ici? Non, c'est pas ici. OK. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que d'autres amis ont des questions? Je vais donc arrêter pour aujourd'hui. Je sauvegarde et je mets à jour ici. Vous voyez, je vais donc arrêter pour aujourd'hui. C'est là. Donc, on va arrêter pour aujourd'hui. Merci pour votre disponibilité. Merci pour ce temps que vous avez consacré pour que nous puissions lancer ce parcours numéro 3. Donc, rendez-vous. Comme on a dit, l'exercice, c'est que chacun de vous doit pouvoir télécharger Visual Studio Code, charger la structure de la page HTML et faire la capture d'écran et envoyer cela dans le groupe pour que nous puissions voir que chacun a pu le faire. Donc, d'ici à la prochaine rencontre, j'aimerais que chacun de nous puisse, ce soir ou pas demain, envoyer déjà la structure de la page HTML dans Visual Studio Code qu'il a déjà eu à faire à son niveau. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci Georges, ça a vraiment été très intéressant. Merci beaucoup.